Nous avons tous vécu au milieu de la guerre de l'information la plus intensive que le monde ait jamais vue. Il y a des gens qui pensaient que c'était une bonne idée, c'est l'administration Biden, de ne rien discuter avec l'adversaire sur le champ de bataille. Comment cela était censé accomplir quoi que ce soit reste flou. Mais il n'y avait pas de diplomatie du tout. Il n'y avait que des combats. Les combats ont progressivement escaladé au milieu des affirmations selon lesquelles l'Ukraine gagnait, ce qui était manifestement faux, au milieu des affirmations selon lesquelles les pertes russes dépassaient largement celles de l'Ukraine, ce qui est également faux, et au milieu des affirmations répétées selon lesquelles l'introduction de quelques nouvelles armes résoudrait tout sur le champ de bataille en faveur de l'Ukraine. Aucune de ces choses n'est vraie. Et donc les gens qui croient ces choses, qui sont majoritaires à la fois en Europe et en Amérique, mais pas majoritaires dans le reste du monde où il y avait un grand scepticisme, confrontent maintenant la réalité. La réalité est complètement en désaccord avec ce qu'on leur a dit ces 3 dernières années. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une autre vidéo brillante de l'ambassadeur Chas Freeman. Celle-ci a été enregistrée dans le cadre d'un événement Zoom le 20 février 2025 par M. Eddie O'Brien du Thinking Centre, une organisation de la société civile irlandaise. La vidéo est une table ronde de type questions-réponses avec l'ambassadeur Freeman. Et je vous assure que toutes ces réflexions valent, comme toujours, vraiment la peine d'être écoutées. Parmi d'autres postes, comme vous le savez peut-être, l'ambassadeur Freeman a été secrétaire adjoint à la défense des États-Unis, ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite, et il a été l'interprète principal de Richard Nixon lors de sa visite en Chine en 1972, qui a conduit à la normalisation des relations entre les États-Unis et la Chine. Ceci étant dit, voici la vidéo. L'invasion russe était-elle non provoquée? Non, ce n'était pas non provoqué. Dès 1994, nous avons commencé à entendre Boris Eltsine, avant que Vladimir Poutine n'arrive au pouvoir, dire que l'expansion de l'OTAN et la présence de forces hostiles aux frontières de la Russie étaient inacceptables et entraîneraient une réaction militaire. Cette réaction a été en fait encore signalée lors de la brève guerre entre la Géorgie et la Russie. Et cela n'aurait dû surprendre personne. La guerre a en fait commencé comme une guerre civile entre les locuteurs russophones et ukrainophones en 2014, après le coup d'État à Kiev, lorsque le nouveau gouvernement ultranationaliste de Kiev a interdit l'utilisation du russe, du hongrois, du roumain et d'autres langues minoritaires au niveau local. Ainsi, les russophones, qui étaient prédominants dans l'est de l'Ukraine, dans certains cas, 75% en Crimée, mais parfois jusqu'à 90% des oblasts de l'Est, et la Russie era ledgeret tenu. Ils voulaient donc le droit d'utiliser le russe pour éduquer leurs enfants et pour communiquer avec les administrations locales. Cela a en fait abouti à une négociation, 2 accords à Minsk, parrainés par la France et l'Allemagne, auxquels les Russes ont adhéré, confirmant que la région du Donbass, Louhansk et Donetsk resteraient partie de l'Ukraine, mais sur une base similaire à celle du Québec au Canada. C'est-à-dire qu'ils seraient autorisés à avoir leur propre langue comme langue officielle et à éduquer les enfants dans cette langue. Cet accord a d'abord été vigoureusement soutenu par Zelensky lorsqu'il s'est présenté à la présidence, et puis lorsqu'il est entré en fonction, il a été répudié, à quel point Zelensky, Angela Merkel d'Allemagne et François Hollande de France ont tous deux dit « Eh bien, nous ne pensions pas vraiment cet accord ». C'était juste un moyen de gagner du temps pour que nous puissions armer et entraîner les forces armées ukrainiennes contre la Russie.
Ainsi, la provocation a commencé par des attaques d'Ukrainiens ultranationalistes contre d'autres Ukrainiens qui se trouvaient être russophones à l'Est. Cela a dégénéré en une intervention russe contre ces Ukrainiens ultranationalistes. Cela a duré 8 ans. 15 000 personnes sont mortes sous les tirs d'artillerie dans les zones russophones. Et finalement, en décembre 2021, Vladimir Poutine a exigé des négociations sur 3 sujets. L'un d'eux était l'arrêt de toute discussion sur l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, ou l'implication que des forces américaines et autres anti-russes seraient stationnées aux frontières de la Russie. La deuxième était de réaffirmer les accords de Minsk et l'autonomie des russophones à l'Est, et par implication des Hongrois et des Roumains également. Il y a d'autres minorités en Ukraine. Et enfin, bien sûr, une large discussion sur l'architecture de sécurité européenne, avec l'Ukraine comme partie neutre à cela, plutôt sur le modèle du traité d'État autrichien de 1955 qui a été conclu au plus fort de la guerre froide. Ce traité garantissait l'indépendance et la démocratie de l'Autriche et exigeait que l'Autriche traite ses minorités, les Italiens du Tyrol, les Slovènes et les Hongrois, de la manière requise par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Donc ce sont les 3 points de négociation. Il reste les 3 points de négociation. Il y a une différence majeure, à savoir que la Russie, ayant dû faire la guerre contre l'Ukraine et occupant tout ou partie des 4 oblasts russophones à l'Est, exige maintenant de les garder, car elle ne fait pas confiance aux garanties de l'Ukraine, selon lesquelles, en fait, quelque chose comme les accords de Minsk est désormais possible à mettre en œuvre. Je vais m'arrêter ici, et je pense que c'était une très brève histoire de la situation. Il y a un nombre de rebondissements dans tout cela. L'Amérique et l'Europe occidentale faisaient-elles partie de la provocation? Oui, essentiellement, Poutine et son gouvernement ont exigé une négociation. Ils ont reçu une réponse de la part des États-Unis et de Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, avec un refus catégorique de discuter de ces sujets. Le seul sujet que nous étions prêts à discuter était les limitations sur le stationnement de missiles et d'autres armements en Ukraine. Donc fondamentalement, en diplomatie, si vous ne pouvez pas obtenir satisfaction pour vos intérêts nationaux par des moyens pacifiques, l'alternative est d'utiliser la force, et c'est ce que la Russie a fait. Donc, la provocation était le refus de discuter des choses. Et maintenant, cela fait 3 ans que c'est le cas. Nous venons de voir à Riyad la fin de cette période avec une rencontre entre Américains et Russes au niveau des ministres des Affaires étrangères qui a convenu de 4 points. Tout d'abord, l'ambassade américaine à Moscou et l'ambassade russe à Washington seront restaurées à pleine fonctionnalité grâce à un processus d'expulsion réciproque. Elles avaient essentiellement été vidées de leur substance et étaient devenues très inefficaces. Ainsi, les ambassades seront restaurées pour permettre une relation diplomatique normale. Deuxièmement, il y aura un dialogue continu au niveau des ministres des Affaires étrangères, accompagné de la nomination d'équipes de négociation par les 2 parties pour tenter de définir les paramètres de la paix pour l'Ukraine, de normaliser les relations américano-russes et d'adopter une approche pour une paix plus large en Europe. Il n'est pas vraiment clair ce que tout cela signifiera, mais fondamentalement, c'est positif, même si cela exclut initialement à la fois l'Ukraine et les Européens, car ce dialogue devait commencer et il doit y avoir un accord de base sur les principes qui guideront les discussions ultérieures. Et puis le point final est que les Ukrainiens et l'UOM seront intégrés à cette discussion une fois que les paramètres auront été convenus.
Il y a beaucoup de discorde et de colère face à ce développement, qui est unilatéral. C'est soudain. Il n'y a eu aucune consultation préalable de quelque conséquences que ce soit avec l'UOMO, ou au sein de l'OTAN, ou avec l'Ukraine. D'un autre côté, M. Trump a déclaré dès le début que c'était ce qu'il avait l'intention de faire. Il a remporté l'élection. La question est, du côté américain, pourquoi les Ukrainiens et les membres européens de l'OTAN n'ont-ils pas initié une consultation sur ce que cela signifiait? Et la réponse semble être qu'ils ne savent pas quoi faire. Nous venons de voir une réunion restreinte d'un petit groupe d'États de l'UMENOMER à Paris, avec la Grande-Bretagne qui a rejoint la réunion, même si elle n'est plus membre de l'Union européenne. Et ils ont travaillé pendant 3 heures et demie, et comme les montagnes, ont produit une souris ridicule, si tant est qu'ils aient produit quelque chose. Désolé, ils ont produit quoi, avez-vous dit? Souris ridicule en latin. Une souris ridicule. C'est Horace. Quoi qu'il en soit, nous avons maintenant l'échange le plus indécent et je pense totalement contre-productif de diatribes, d'insultes et d'accusations entre notre président imprévisible et M. Zelensky, qui, à mon avis, a été conduit sur le chemin de la catastrophe et n'aime pas où il se trouve. Voilà où nous en sommes actuellement. Ce qui se passe ensuite, c'est la rencontre entre les équipes de négociation et nous commencerons à voir ce qui se passe. Mais je ferai une dernière observation, à savoir que le choc au sein de l'UMM et de l'OTAN, et surtout au Royaume-Uni, est le résultat du fait que nous avons tous vécu au milieu de la guerre de l'information la plus intensive que le monde ait jamais vue. Vous avez des gens qui pensaient que c'était une bonne idée, c'est l'administration Biden, de ne rien discuter avec l'adversaire sur le champ de bataille. Comment cela était censé accomplir quoi que ce soit n'est pas clair. Mais il n'y avait pas de diplomatie du tout. Il n'y avait que des combats. Les combats ont progressivement escaladé au milieu des affirmations selon lesquelles l'Ukraine gagnait, ce qui était manifestement faux, au milieu des affirmations selon lesquelles les pertes russes dépassaient largement celles de l'Ukraine, ce qui est également faux, et au milieu des affirmations répétées selon lesquelles l'introduction d'une nouvelle arme résoudrait tout sur le champ de bataille en faveur de l'Ukraine. Aucune de ces choses n'est vraie. Et donc les personnes qui croient ces choses, qui sont majoritaires en Europe et en Amérique, mais pas majoritaires dans le reste du monde, où il y avait un grand scepticisme, se confrontent maintenant à la réalité. La réalité est complètement en désaccord avec ce qu'on leur a dit ces 3 dernières années. Donc naturellement, c'est un choc. L'absence de diplomatie était-elle étonnante pour quelqu'un comme vous? C'était une erreur stupéfiante. Il y a un adage militaire qui dit qu'on ne doit jamais perdre le contact avec l'ennemi, car si vous le faites, vous risquez d'être contourné ou surpris d'une manière ou d'une autre. Il en va de même dans les relations internationales. Vous ne devez jamais perdre le contact avec un adversaire. Le modèle ici est en fait chinois. Les gens ne s'en souviennent pas, mais en 1962, lorsque la guerre frontalière sino-indienne a éclaté, la Chine a gardé son ambassade à Delhi ouverte et ne l'a pas retirée, ce qui est la coutume européenne. De même, en 1969, lorsqu'il y avait des combats le long de la frontière sino-vietnamienne, l'ambassade chinoise à Hanoï n'a pas fermé. Pourquoi? Parce que c'est précisément pendant une guerre que vous avez le plus besoin de contacts diplomatiques. Lincoln a été en fonction pendant 4 ans. Il n'a jamais visité Moscou. Sergueï Lavrov, un ministre des Affaires étrangères de Russie, très compétent, capable d'être charmant et, si nécessaire, odieux, 2 faces d'une même médaille peut-être, n'a jamais visité Washington pendant 5 ans.
Blinken et Lavrov se sont croisés, ou devrais-je dire se sont heurtés l'un à l'autre lors de divers rassemblements internationaux, mais n'ont jamais parlé plus de 10 minutes et n'ont jamais échangé plus que des banalités sur, vous savez, une douzaine de choses qu'ils avaient vues et faites, le genre de choses que vous faites à table avec des parents que vous n'aimez pas. C'est donc une énorme lacune. Et cela me semble, en tant que diplomate américain, vraiment assez étonnant. L'Occident ne voit-il pas la valeur de la diplomatie? Je pense que nous vivons à une époque où trois choses se sont réunies. La première est l'habitude des démocraties de diaboliser leurs ennemis en temps de guerre. Cela s'est produit avec une grande intensité. M. Poutine est maintenant considéré comme l'incarnation du mal. En réalité, si vous l'écoutez, ce qui est très difficile à faire car les chaînes médiatiques sont bloquées et censurées dans l'intérêt de la guerre de l'information, il a souvent des propos très sensés. C'est clairement un stratège raisonné et il a une bonne compréhension de l'histoire du point de vue russe, avec lequel vous pourriez ne pas être d'accord, mais au moins il a une perspective informée. La deuxième chose qui s'est produite est que notre communication dans la sphère politique est maintenant en ligne et contrôlée par des oligopoles médiatiques, qui ont été essentiellement encourus certainement pour censurer la qui les utilisent. Donc cela est devenu un grand problème partout. Je pense que c'était très injuste de la part de J.D. Vance d'accuser les Européens de faire cela alors qu'en fait, nous le faisons aux États-Unis, malgré le premier amendement de notre Constitution. Donc c'est la deuxième chose, c'est la diabolisation. La troisième est l'avènement du politiquement correct. Donc si vous ne vous conformez pas à la mentalité de troupeau, si vous exprimez une opinion dissidente, ou si vous essayez d'introduire des faits qui ne concordent pas avec le récit, vous êtes vilipendé, comme cela semble être arrivé au professeur Robertson. Donc, je pense que ces trois choses sont mentalement étouffantes. Et nous savons par les psychologues que si vous répétez un mensonge assez longtemps, il devient un axiome qui ne peut être remis en question. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé dans la description de cette guerre. Je pense qu'il est notable que, vous savez, les canaux de communication russes, bien sûr, les Russes s'engagent dans la propagande. Tout le monde le fait. Je ne dirais pas que leur propagande est particulièrement efficace, mais une bonne propagande doit avoir une relation fixe avec la vérité. Et la dernière chose qui s'est produite, compte tenu de tous ces problèmes que j'ai mentionnés, c'est que nous vivons dans un monde où tout est plausible et rien n'est vrai. Et nous ne pouvons plus dire ce qui est faux et ce qui est juste. Nous sommes devenus victimes des réseaux sociaux, qui sont comme des boîtes de pétri pour les théories du complot. Ils vous connectent. Si vous croyez qu'il y a des trolls sous le pont prêts à sortir et à vous attraper, et que vous êtes sur Facebook ou un autre réseau social, ils vous mettront en contact avec d'autres personnes qui partagent votre croyance. Et très bientôt, vous aurez une conversation avec personne qui n'est pas d'accord avec vous sur ce sujet. Même si les trolls n'ont aucune preuve empirique, tout le monde croira en eux. Et c'est ce qui s'est passé dans ce contexte. Et cela s'est produit dans d'autres. Vous pouvez regarder la dissimulation du génocide en Palestine, par exemple. Vous pouvez regarder la diabolisation de l'Iran. Vous pouvez regarder, dans le cas des États-Unis, la diabolisation de la Chine. De nombreuses contre-vérités sont désormais considérées comme axiomatiques. Nous avons donc un grave problème, Eddie, lorsque nous essayons d'introduire des faits par opposition à ce que la première administration Trump appelait des faits alternatifs, qui ne sont pas des faits du tout, mais des déclarations se faisant passer pour des faits. Quel est le rôle de l'empathie par rapport à la sympathie dans la diplomatie?
L'empathie est la base de la diplomatie. Le but de la diplomatie est de persuader une autre partie d'accepter votre vision des intérêts de cette partie et de ce qui lui serait bénéfique. En d'autres termes, persuader l'autre partie de faire ce que vous voulez qu'elle fasse parce qu'elle a été convaincue que c'est dans son propre intérêt de le faire. C'est cela la diplomatie. Pour persuader quelqu'un de voir les choses à votre manière, vous devez comprendre comment il voit les choses et pourquoi il les voit ainsi. Et c'est cela l'empathie. C'est très différent de la sympathie, car la sympathie implique un accord. L'empathie n'implique pas d'accord. Elle n'implique rien d'autre que la compréhension. Le manque de distinction entre ces choses est très évident dans les accusations de politiquement correct contre les dissidents. Vous expliquez quelque chose parce que vous le comprenez, et c'est donc une accusation que vous sympathisez avec cela. Donc, si vous regardez l'Ukraine, vous pourriez dire, eh bien sûr, l'invasion russe de l'Ukraine était totalement illégale, selon le droit international. Cela n'aurait jamais dû se produire. Et de manière intéressante, apparemment au départ, M. Zelensky et l'établissement ukrainien l'ont compris. Et donc à Istanbul en mars 2022, à peine un mois après l'invasion, la Russie, avec la médiation de la Turquie et de l'alors Premier ministre israélien Naftali Bennett, a conclu un accord et un projet de traité qu'ils ont signé. Initialement, bien sûr, il y avait un référendum. Il devait être ratifié lors d'une rencontre entre Zelensky et Poutine. Et notre bon ami Boris Johnson s'est ensuite soudainement envolé pour Kiev et a apparemment délivré un message aux Ukrainiens en disant « Eh bien, vous êtes peut-être prêts pour la paix, mais nous ne le sommes pas. » Cela illustre que le but de la guerre, dans la mesure où elle avait un but, n'était pas de faire quoi que ce soit pour l'Ukraine, qui a terriblement souffert dans cette guerre, mais selon les mots de Lloyd Austin, alors secrétaire à la Défense, d'affaiblir et d'isoler la Russie. C'était donc un mouvement stratégique. Et nous étions prêts à nous battre jusqu'au dernier Ukrainien pour y parvenir. Et nous sommes maintenant presque au dernier Ukrainien. C'est pourquoi les Wunderwaffen, des armes merveilleuses d'un nouveau genre majeur, ne vont pas infliger un revers aux Russes. Le problème de l'Ukraine est qu'elle a perdu trop d'hommes et de femmes, et elle ne peut tout simplement pas poursuivre une offensive. C'est pourquoi l'incursion à Koursk, en Russie, est un tel désastre, car l'Ukraine y a envoyé ses meilleurs soldats survivants, vraisemblablement pour préparer un échange de territoire lors d'une négociation, et ils sont dévastés. Leur périmètre de défense se contracte régulièrement, même sans les Nord-Coréens. D'ailleurs, nous ne savons pas. Les Nord-Coréens sont censés se battre là-bas jusqu'à ce qu'ils ne le fassent plus, puis ils reviennent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se suicident très commodément, plutôt que d'être capturés. Alors, qui a vu un Nord-Coréen interviewé, un prisonnier de guerre nord-coréen? Vous savez, il se peut qu'il y ait des Nord-Coréens qui combattent là-bas. Kim Jong-un, le dictateur de la République populaire démocratique de Corée, a voulu que ses troupes soient testées au combat et aguerries. Et il obtient cela si en fait ses troupes sont là. Mais nous ne pouvons vraiment pas le dire. Cela revient à dire que rien n'est absolument vrai et que tout est plausible. Nous ne savons pas vraiment. Nous n'avons aucune preuve que les Nord-Coréens sont vraiment là. Donc je pense que c'est juste une illustration de la manière dont nous avons été privés d'informations réalistes sur ce qui se passe sur le champ de bataille. Et l'observation finale, bien sûr, est que ce que vous perdez sur le champ de bataille, vous ne pouvez pas le regagner à la table des négociations. Les paramètres, le résultat du champ de bataille, déterminent ce qui est possible en termes de réconciliation post-guerre.
Je pense que vous comprenez très bien cela en Irlande. C'est donc une réalité. Quand j'entends des gens se plaindre que nous cédons tout à Poutine, le fait est que Poutine a saisi beaucoup de choses et nous ne pouvons pas les lui reprendre. Nous devons donc être réalistes à ce sujet. Si vous regardez la géographie, il n'y a rien entre Moscou et les Pyrénées, sauf des plaines plates, facilement traversées par des armées et qui l'ont été par Napoléon et par Hitler. Il n'y a rien à l'est de Moscou, jusqu'à la péninsule du Kamtchatka, sauf la toundra gelée, qui est également facilement traversée par des armées, comme les Mongols l'ont démontré lors de leur conquête de la Russie. Donc, si vous êtes à Moscou et que vous regardez le monde, vous êtes très sensible à l'idée que vous pourriez être envahi par l'Est ou l'Ouest et que vous ne devriez pas le permettre. Vous avez besoin d'un cordon sanitaire, une sorte de ceinture de neutralité entre vous et les ennemis potentiels. L'Ukraine devrait être un tel lieu neutre. Elle devrait être à la fois un tampon et un pont entre la Russie et le reste de l'Europe. Et c'est exactement ce qu'elle finira probablement par être si les choses se passent bien. Mais en attendant, nous ne savons pas. Peut-être qu'1 million d'Ukrainiens sont morts. L'Ukraine a commencé son indépendance avec 52 millions d'habitants. Au moment où l'invasion a commencé, je suis désolé, pas la guerre, mais l'invasion, car la guerre a commencé en 2014. L'invasion n'a eu lieu qu'en 2022. Ce nombre était tombé à environ 32 millions parce que le taux de natalité d'Ukraine est le plus bas d'Europe. Et de nombreux Ukrainiens ont émigré. L'Ukraine était dans un état terrible pendant une grande partie de cette période. Donc, 32 millions, c'est maintenant réduit à environ 20 millions parce que 2,5 millions, 3 millions de personnes ont obtenu l'asile politique en Russie. Et le reste a obtenu l'asile politique en Europe, avec 1,5 million d'entre eux en Pologne et presque 1 million d'entre eux en Allemagne, et ainsi de suite. Aucun aux États-Unis de manière notable, ce qui, vous savez, contredit notre histoire en tant que refuge pour les personnes dans le besoin. Quelque chose sur lequel l'administration Trump, je suis triste de le dire, insiste et pire avec des expulsions massives. Bien sûr, nous n'aimons tous pas avoir trop d'étrangers parmi nous, je suppose. Comment Israël exerce-t-il autant de pouvoir de lobbying sur le gouvernement américain? Eh bien, je pense qu'une grande partie de cela s'explique, bien sûr, par les horreurs de l'Holocauste, qui était un phénomène en Europe, pas en Amérique. Nous avons libéré certains des camps de la mort, bien que le travail principal ait été effectué par l'Union soviétique, ce qui est encore une fois quelque chose que nous n'aimons pas reconnaître. Les gens se sentent coupables, ou ils sont amenés à se sentir coupables parce qu'ils ont permis un génocide. Et le génocide, d'ailleurs, ne concernait pas seulement les Juifs. Il concernait les Roms, les Égyptiens, les libéraux et les communistes. C'était un vaste programme de massacre délibéré de personnes dont le seul crime était d'être ce qu'elles étaient et de croire ce qu'elles croyaient. Et maintenant, nous voyons cela à nouveau. Et aux États-Unis, laissez-moi vous raconter une histoire. Je ne me souviens pas exactement quand c'était, mais j'étais à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Ou peut-être que c'était à Dubaï, je ne me souviens pas. Mais j'ai allumé la télévision dans ma chambre d'hôtel pour regarder les nouvelles du soir en arabe. Et l'un des sujets présentés était un film amateur de quelqu'un à Gaza, qui à l'époque était encore occupé par les Israéliens. Ils ne l'avaient pas encore réduit à un camp de concentration, comme ils l'ont fait plus tard. Et j'ai vu 2 officiers de renseignement de la police israélienne en civil sortir un gamin d'environ 17 ans de sa maison, le battre à mort, lui donner des coups de pied à la tête et finalement lui tirer dans la tête avant de s'en aller en riant. Et je me suis dit, quand ça fera la une des journaux chez nous, tout va exploser.
Mais bien sûr, cela n'est jamais apparu. Et nous nous auto-censurons. Nos médias sont, comme ils l'ont montré dans le cas de l'Ukraine, tout à fait capables d'empêcher toute opinion autre que celle qui est la plus commode pour le gouvernement ou les groupes d'intérêt. Nous avons donc maintenant une société aux États-Unis dans laquelle nous prétendons être une démocratie, mais à bien des égards, nous sommes une plutocratie. Et une grande partie de cette plutocratie est juive et associée à Israël. Et lui est sympathique dans le sens que j'ai mentionné plus tôt. Et nous avons maintenant le phénomène étrange de personnes qui ont grandi sous l'apartheid en Afrique du Sud, occupant des postes d'autorité, imposant des politiques racistes. Et bien sûr, Israël et l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid étaient de grands amis et ont travaillé ensemble pour construire les armes nucléaires que les deux possèdent et les tester. Donc je veux dire, j'ai traité avec l'Afrique du Sud, qui était sous l'apartheid, ce qui était fascinant, mais guère un plaisir. Quoi qu'il en soit, nous avons maintenant ces personnes. Nous sommes même allés si loin aux États-Unis que M. Trump vient de déclarer que les Afrikaners, les Sud-Africains blancs, sont maintenant en danger de persécution et devraient donc être admis en priorité en tant que réfugiés, alors que personne d'autre ne devrait être admis en tant que réfugié. Et bien sûr, 7% des Sud-Africains sont blancs. Ils possèdent 70% des terres. C'est le résultat de l'apartheid. Et donc le gouvernement a adopté une loi qui établit une procédure pour exproprier les terres non utilisées et les redistribuer aux agriculteurs africains noirs. Mais le fait est qu'aucune expropriation de ce type n'a encore eu lieu. Et donc, ce que nous avons, ce sont les ressentiments d'Elon Musk, Peter Thiel et David Sachs, je pense, qui sont tous des expatriés sud-africains ayant traversé le traumatisme du démantèlement de l'apartheid, dans lequel, soit dit en passant, l'Agence des États-Unis pour le développement international a été fortement impliquée. Je pense que cela explique en grande partie l'inimitié de M. Musk envers l'USAID. Donc, eh bien, vous savez, dans ce cas, peut-être que nous avons eu les mauvais immigrants, mais nous avons une plutocratie qui manipule nos élections. Je vais faire un dernier point ici. Je pense, en un sens, que tout cela aux États-Unis pourrait s'auto-corriger. Seuls 60% des Américains ont voté lors de la dernière élection. 13 millions d'électeurs précédents ne se sont pas présentés aux urnes. M. Trump a obtenu 49,8% de ceux qui ont voté, pas une majorité, mais une très forte pluralité. Kamala Harris, sa principale opposante, n'a pas réussi. Je pense qu'elle a obtenu environ 47%. Et le reste était des votes de protestation pour des candidats de tiers partis d'une sorte ou d'une autre. Donc quand il dit qu'il a un mandat, il a un mandat de quelque chose en dessous de 30% des Américains adultes. Et ce qu'il fait, c'est détruire les services gouvernementaux, créer le chaos, interrompre tout au point où Joseph Stiglitz, un économiste de renommée mondiale lauréat du prix Nobel, dit que les États-Unis ne sont plus investissables, qu'il ne conseillerait à aucun étranger d'investir aux États-Unis, et que les Américains devraient retenir leurs investissements jusqu'à ce que les choses se calment, que la poussière retombe. Nous sommes donc dans un état précaire, et cela, je pense, explique une bonne partie du comportement erratique que vous voyez. Y a-t-il un génocide en cours en Palestine? Je pense que nous devons rendre hommage à TikTok, qui pour les jeunes a été un mécanisme pour montrer la réalité telle qu'ils l'aperçoivent directement, sans filtre. Et c'est exactement pourquoi le lobby israélien s'est fixé comme objectif aux États-Unis d'interdire TikTok. Cela n'a rien à voir avec l'espionnage chinois, et tout à voir avec le fait qu'il a réussi à changer l'opinion américaine parmi les jeunes, au moins, y compris les jeunes juifs.
vers une majorité qui ne veut rien avoir à faire avec le comportement d'Israël ou être associée à cela, et reconnaît que nous sommes entièrement complices de tout ce qu'Israël a fait. Il ne pourrait pas mener la guerre une minute si nous ne fournissions pas le financement et l'armement. Dernier point. Quant à savoir s'il y a génocide ou non, il y avait 2,3 millions de Palestiniens, nous croyons, à Gaza au début de cette guerre d'anéantissement. M. Trump a déclaré qu'il envisage de redévelopper Gaza et de la transformer en station balnéaire avec une Trump Tower et un Trump International Hotel où les Palestiniens ne seraient pas admis à séjourner. Il affirme qu'il y a maintenant 1,7 million de Palestiniens à déplacer, à nettoyer ethniquement. L'autre jour, une autre estimation que j'ai vue d'Israël indiquait qu'il y avait 1,9 million de Palestiniens. Mais où sont passés les 400 000 ou 600 000? Et donc je ne pense pas qu'il y ait de doute. Je sais que la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale ont examiné méticuleusement les preuves et ont conclu qu'il y en a. Human Rights Watch aussi. Amnesty International aussi. B'Tselem, l'organisation israélienne de défense des droits de l'homme aussi. Donc je ne pense pas qu'il y ait de doute ici. À moins que vous ne soyez un véritable croyant du sionisme, que beaucoup sont the toys. Alors, où allons-nous? Où allons-nous? Tout d'abord, nous nous dirigeons évidemment vers des turbulences. Permettez-moi de détailler un peu cela. Le message que l'administration Trump vient de délivrer à la conférence de sécurité de Munich, le message principal, était que nous nous réorientons vers le Pacifique et nous éloignons de l'Atlantique. Par conséquent, vous, Européens, qui avez dépendu de nous pendant 80 ans pour maintenir l'ordre en Europe, allez devoir trouver vos propres moyens de maintenir l'ordre. C'était le message. Je note qu'Antonio Costa, qui est le président du Conseil européen, a déclaré que l'Europe doit désormais négocier une nouvelle architecture de sécurité avec la Russie. Il faudra un certain temps aux Européens pour parvenir à un accord avec lui en raison du choc dont nous avons discuté, du fait qu'ils avaient mal perçu la réalité à cause de la guerre de l'information. Mais ils arriveront à cette conclusion. Et puisque l'Irlande fait partie de l'Union Européenne, vous pourriez être l'une des voix rationnelles qui encouragent le réalisme là où il y a eu de l'illusion. Cela dit, 27 pays ne sont pas meilleurs que 27 personnes pour parvenir à un consensus. Et l'Europe semble incapable de prendre des décisions. Nous venons de le voir, comme je l'ai mentionné plus tôt, lors de la réunion à Paris qui a été écourtée. Tu sais, l'Italie était silencieuse. L'Allemagne était opposée à l'envoi de troupes en Ukraine. Le Royaume-Uni a dit qu'il enverrait des troupes, mais a ensuite précisé que ce ne serait que si les Américains y allaient aussi, ce que nous avons dit que nous ne ferions pas. Et bien sûr, toute l'idée des forces de l'OTAN en Ukraine est exactement ce qui a poussé les Russes à entrer en guerre au départ. Donc il y aura, je ne sais pas ce qui se passera en Europe. Je ne suis pas européen. J'ai perdu cette qualification il y a 400 ans quand mes ancêtres ont déménagé ici. Et donc c'est une chose, c'est pas clair pour moi. Il y a d'autres éléments bien sûr en jeu. Il y a l'illusion de M. Trump selon laquelle ce sont les étrangers et non les Américains qui paient les tarifs douaniers. Leurs attaques sont dirigées contre nous, pas contre les pays d'où nous importons. Nous sommes très dépendants des importations. Nous avons abusé de la force du dollar américain avec des sanctions excessives sur pratiquement tout le monde, ce qui a pour conséquence que le rôle du dollar en tant que méthode universelle de règlement des échanges est désormais en péril. Nous avons créé un rassemblement, initialement les BRICS, maintenant un BRICS élargi,
qui a commencé essentiellement comme un mouvement de protestation contre l'hégémonie américaine, mais qui se développe maintenant en un véritable organisme de réglementation et a créé des institutions comme la Nouvelle Banque de développement pour remédier à la stagnation, à l'inefficacité et au manque de réforme de la Banque mondiale, par exemple. Et nous avons la Chine qui crée des institutions comme la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, que les États-Unis sont presque seuls à boycotter. Fait intéressant, la BAI suit exactement les mêmes règles que la Banque mondiale, avec une différence. Pour demander un financement de projet à la BAI, vous n'avez pas besoin d'être membre, alors que vous devez être membre de la Banque mondiale pour bénéficier de son financement. Donc, le monde change lorsque de nouvelles institutions sont créées. Il y a un appel pour de nouvelles institutions, de nouveaux arrangements de sécurité. Je suppose que vous savez, on pourrait continuer encore et encore. Je ne veux pas faire ça. Je dirais simplement que je ne pense pas que la caractérisation que l'administration Biden a avancée sur les affaires mondiales, à savoir qu'elles sont organisées autour de deux grandes luttes, l'une entre la démocratie et l'autocratie, et l'autre entre les rivalités des grandes puissances, soit correcte. Et sur ce dernier point, la rivalité des grandes puissances, l'un des phénomènes les plus intéressants que nous observons est la réémergence de puissances de rang intermédiaire en tant que force à part entière. Ce n'est pas un hasard si l'Arabie saoudite, qui aspire à un tel rôle à l'échelle mondiale, a été le site de la rencontre russo-américaine il y a quelques jours. Et nous pouvons considérer, vous savez, la Turquie comme un autre exemple, ainsi que le Brésil. Vous savez, ce que nous voyons, c'est l'émergence de ce que j'appelle un ordre mondial multinodal, pas multipolaire. Un pôle est une ligne entre deux points. Vous savez, les extrémités de la ligne sont appelées pôles. Mais ce que nous vivons, c'est l'émergence de nœuds qui sont tridimensionnels, pas bidimensionnels, peuvent évoluer, peuvent tourner, peuvent accueillir des connexions épaisses et des connexions fines, et opérer en 3 dimensions. C'est pourquoi nous voyons des pays, certains Européens, qui prétendent encore être des puissances mondiales, les Français par exemple. Ils ne sont pas des puissances mondiales, ils ne sont même pas capables de maintenir leur empire en Afrique de nos jours, mais ils sont une force en tant que puissance de rang intermédiaire. Le Japon est similaire, réémerge de sa coquille après l'occupation américaine, devenant non seulement un acteur économique dans l'Asie-Pacifique, mais un acteur politique et militaire de plus en plus actif. Donc le monde que nous connaissions, l'ordre bipolaire auquel vous faisiez référence pendant la guerre froide, n'existe plus. Et cela avait ses défauts, mais c'est infiniment plus déroutant et nécessite une agilité diplomatique que nous n'avions pas pendant la guerre froide. La diplomatie pendant la guerre froide ressemblait à rien tant qu'à une guerre de tranchées. De temps en temps, nous faisions un peu de reconnaissance au-delà de la ligne. Il n'y avait aucune attente que nous puissions nous étendre sur le territoire ennemi et nous combattions dans des zones neutres. Dans le tiers-monde, nous avions des guerres par procuration. Nous étions très prudents pour ne pas avoir de guerre directe. Nous faisons maintenant face au danger d'une guerre directe, d'une guerre nucléaire. Et vous pouvez le voir dans la reconnaissance par la Chine qu'elle ne peut plus se permettre d'avoir une sorte de force de frappe minimaliste qui infligerait une morsure à un autre pays qui l'attaquerait avec des armes nucléaires. Il doit maintenant adopter la destruction mutuelle assurée, très justement épelée MAD. Et donc, dans quelques années, nous aurons 1500 ICBM chinois armés de têtes nucléaires pointées sur les États-Unis, ce qui est suffisant pour nous détruire totalement, et même plus. Donc, c'est un autre monde que nous connaissons.
Cela pourrait ressembler à l'Europe du 19e siècle en un sens. Et voici mon espoir. Que tout comme cela s'est passé au Congrès de Vienne et au Concert de l'Europe, qui ont réussi à maintenir un équilibre des pouvoirs entre plusieurs partis, ont maintenu la paix plus ou moins, avec quelques accros comme la guerre franco-prussienne et la guerre de Crimée, mais ont maintenu la paix plus ou moins pendant un siècle jusqu'en 1914. J'espère que nous pourrons en tirer des leçons. Nous pouvons avoir un ordre inclusif. Nous pouvons avoir un ordre dans lequel personne n'est autorisé à exercer une hégémonie globale. Et ici, je suppose que je vais terminer cela. Je vois que M. English a une question alors. Je vais terminer cela en notant simplement que nous avons fait une terrible erreur. Le monde a fait une terrible erreur. L'Irlande était un peu préoccupée à l'époque, je comprends. Mais après la Première Guerre mondiale, au lieu d'inclure tout le monde avec du pouvoir en Europe dans un rassemblement, nous avons décidé d'excommunier l'Allemagne et la Russie. Et le résultat a été la Seconde Guerre mondiale, et je dirais aussi la guerre froide. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire cela. Nous devons imiter ce que Metternich et d'autres fait à Vienne en 1815, inclure l'ennemi. Les Français ont été réintégrés même s'ils avaient été coupables d'une énorme perturbation de l'ordre européen et de nombreux meurtres.